Il y a des dates que l'on n'oublie pas. Pour son 40e congrès, la SOFMER a choisi Strasbourg, la plus européenne des villes françaises. Les mots d'ordre de cette édition anniversaire sont clairs. Progresser et se dépasser. Mais alors, comment accompagner au mieux les patients dans leur parcours de santé ? Pour y voir plus clair, j'accueille le professeur Pascale Duché. Bonjour. Bonjour. Professeur Duché, vous êtes enseignante à l'UFR STAPS et directrice de l'unité de recherche jeunesse, activité physique, sport, santé à l'Université de Toulon. C'est bien ça. J'aimerais vous poser une première question. Les recommandations d'une activité physique régulière pour ses bienfaits sur la santé sont largement diffusées. Est-ce que ces bienfaits sont clairement mesurés dès le plus jeune âge ? Alors oui, bien sûr, dès le plus jeune âge, on a des effets très positifs de l'activité physique. Mais pour cela, il faut quand même respecter certains principes. Donc ça, c'est très important de les noter. C'est d'essayer de respecter une régularité dans la pratique. Donc faire un peu tous les jours, ça c'est important. Mais aussi de le faire pour le plaisir. Donc ça, c'est très important parce que on ne se rend pas compte ce que ça veut dire pour le plaisir, mais ça veut dire que ça va permettre de pérenniser l'activité physique tout au long de sa vie. C'est-à-dire plus on commence tôt à avoir une activité physique qui nous fait plaisir, qu'on est capable d'intégrer dans son emploi du temps, plus ça va être facile de conserver un moment dans la journée pour faire de l'activité physique. Donc ça, c'est un bienfait extrêmement important. Il faut également avoir une quantité d'activité physique suffisante. Donc c'est pour ça que les recommandations sont pour les enfants de 60 minutes d'activité physique par jour, d'intensité au moins modérée. Et si ces recommandations sont respectées, globalement respectées, on a des effets bénéfiques. Et on a des effets bénéfiques sur beaucoup de dimensions différentes. Alors justement, on va revenir à cette notion de temporalité un petit peu plus tard. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est on a parlé donc, des bienfaits pour la santé. Prosaïquement, quand on parle de santé, on s'imagine la santé physique. Vous avez dit lors de votre prise de parole aujourd'hui, c'est que cette activité physique, elle a aussi un impact direct bénéfique sur les capacités cognitives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point-là ? Alors, sur les capacités cognitives, on a plus en plus de données de la littérature scientifique qui montrent en effet cet effet bénéfique de l'activité physique sur, par exemple, les fonctions exécutives, sur la mémoire, sur le langage, sur toutes les fonctions et toutes les dimensions que l'on peut avoir au niveau cognitif. Et ce, dès le plus jeune âge. Alors, on a des étapes ou des phases où il y a une sensibilité accrue de cette relation bénéfique de l'activité physique sur ce développement, mais pratiquement tout au long de sa vie, c'est vrai. Chez l'enfant, c'est encore plus vrai. C'est très, très, très vrai à l'adolescence, où il faudrait avoir une activité physique qui permette justement ce développement cognitif. Donc ça permet de modifier des comportements au niveau des enfants et des adolescents. Ça leur permet d'être mieux en société. Ça leur permet d'avoir des compétences pour gérer au mieux leur vie physique et leur vie mentale. Puis comme je disais tout à l'heure, et avis aux parents, ça améliore aussi les compétences au niveau mathématique. Donc ça, tous les parents rêvent que leurs enfants aient de bons résultats. Et donc, ça améliore la réussite scolaire. Donc ça, c'est important. Les enfants s'organisent mieux, c'est-à-dire l'effet de l'activité physique sur tout ce qui est planification, adaptation, organisation, a été vérifié. On a des preuves scientifiques assez importantes qui démontrent cet effet positif. Donc l'impact de l'activité physique sur les capacités cognitives, c'est que ça vont permettre de mettre les enfants dans de meilleures conditions pour réussir au niveau scolaire, c'est ça ? Alors oui, ça les met dans de meilleures conditions pour réussir au milieu scolaire, mais pas que. Ça leur permet aussi d'interagir de façon plus intelligente, plus adaptée, avec plus de sérénité avec leur environnement, que ce soit l'environnement scolaire, mais aussi l'environnement social, l'environnement familial. Donc c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut bien interpréter le développement cognitif. C'est un développement cognitif quantitatif et qualitatif qui va rejaillir sur des comportements. Et pas que les comportements scolaires, mais aussi les comportements scolaires. Et est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a ce lien, cet impact de l'activité physique sur les capacités cognitives ? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui sont avancés. Alors, dans les mécanismes qui reviennent les plus souvent, qui sont assez faciles à comprendre, c'est le transport et l'utilisation de l'oxygène. Donc, quand on va se mettre en activité physique, on va augmenter sa consommation en oxygène, c'est-à-dire on augmente le transport, on respire plus, on transporte plus d'oxygène, les muscles en utilisent plus, mais aussi le cerveau en utilise plus et il y a une vascularisation qui va être plus importante, etc., etc. Donc ça, c'est un facteur important. Ça, c'est le premier mécanisme. Ensuite, quand on fait de l'activité physique, les muscles vont relarguer
des cellules, enfin des molécules qui ont des impacts. Donc, on appelle ça des neurotransmetteurs ou des facteurs de croissance. Donc, sans rentrer dans les détails, en tout cas, quand on fait une activité physique, le muscle va relarguer ou va permettre la sécrétion de certaines molécules qui vont avoir un impact direct au niveau du cerveau. Et donc, ça va améliorer cette fonction cognitive, que ce soit la fonction ou la structure aussi, cérébrale. Ça, c'est important de le noter, c'est-à-dire il y a un effet quantitatif, il y a un effet sur la structure cérébrale et il y a un effet sur la fonction cérébrale. On parle de capacités cognitives de manière générale. Tout à l'heure, vous les avez listées assez rapidement. Si on essaie de prendre un tout petit peu plus de temps pour comprendre donc sur les différents aspects, est-ce qu'on peut voir des effets particuliers de la pratique sportive sur certaines de ces capacités cognitives, ou est-ce que c'est vraiment, ça agit globalement sur toutes de manière globale et de la même manière ? Alors, ça agit sur tout de façon globale, on va dire, mais en interaction. C'est pourquoi c'est important qu'il y ait une pérennisation de l'activité physique de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et après, bien évidemment, mais parce qu'il y a une interaction entre les différentes zones cérébrales. Il ne faut pas considérer, comme on l'a souvent fait, le cerveau comme ayant des zones distinctes qui ne communiqueraient pas entre elles, mais au contraire comme quelque chose qui est perméable, et qui va permettre des interactions entre ces différentes zones. Et donc, quand on considère cela, on a des impacts à peu près sur toutes les fonctions, de façon globale, mais surtout de façon continue dans l'interaction. Ça, c'est pas simple à comprendre parce qu'on se dit que quand quelque chose est acquis, ça va perdurer, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt des processus dynamiques et qu'il faut donc entretenir pour les améliorer, donc les stimuler en permanence. Ce cerveau et son fonctionnement est au centre de énormément de questionnements. Vous venez de souligner que le cerveau n'est pas composé de zones qui sont séparées les unes des autres, mais qu'en fait, il y a vraiment une interaction, une synergie entre ces différentes zones cérébrales. Là, on a parlé des aspects positifs de l'activité sportive sur les capacités cognitives. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est indéniable, c'est que les enfants, et pas que, mais là, en l'occurrence, on s'intéresse particulièrement à eux, sont soumis à la sédentarité. Elles sont de plus en plus devant les écrans. Vous rappeliez tout à l'heure des chiffres édifiants que vous pouvez peut-être nous rappeler maintenant. Est-ce que cette sédentarité, cette exposition aux écrans, a fortiori à un âge très précoce des 2 ans, voire même peut-être moins dans certaines familles, ça a un impact sur les capacités cognitives, et est-ce que ça va risquer même d'annuler, en quelque sorte, les effets d'une pratique physique ? Alors oui, il y a des effets directement de la sédentarité sur le développement cognitif, en particulier le temps d'écran, qui a été le plus étudié. C'est pour ça qu'on a le plus de données, alors qu'on parle beaucoup du temps d'écran. Mais il ne faut pas considérer que le temps d'écran. Alors, on va rester sur le temps d'écran dans un premier temps, et ensuite on abordera la question plutôt qualitative, c'est-à-dire les contenus et les usages des écrans qui sont moins étudiés parce que plus précoces, et donc on a moins d'informations. Sur le temps d'écran, globalement, les études sont d'accord pour dire qu'il y a un effet négatif du temps d'écran. En tout cas, il y a une corrélation, il y a un lien entre l'augmentation du temps d'écran et un développement moindre des fonctions cognitives. Maintenant, à dire que ça va impacter l'effet final, c'est-à-dire le développement cognitif terminal, la maturation, etc., ça, pour l'instant, les études ne sont pas d'accord sur cet élément-là. C'est-à-dire que quand on prend, et c'est le cadre de l'étude ELF dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai présenté les principaux résultats qui viennent d'être publiés là, en 2024, il montre que sur le développement cognitif, ça a un impact, le temps d'écran a un impact à 2 ans et demi. Par contre, il a moins d'impact à 3 ans et demi, et on ne retrouve pas un impact sur certaines fonctions à 5 ans et demi. Néanmoins, ça va impacter d'autres zones. Donc ça reste encore beaucoup à travailler, mais en tout cas en termes de lien, simplement de corrélation, sans parler de causalité, mais en tout cas de corrélation, il y a un effet, retardé, potentiellement, sur le développement des fonctions cognitives. Ça, c'est une certitude. Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est qu'ils ont mis en évidence des déterminants, c'est-à-dire des modérateurs, si on veut. Par exemple, le contenu. Il y a une étude très intéressante qui, moi, m'a beaucoup plu, qui met en évidence que quand les contenus sont adaptés à l'enfant, on peut avoir potentiellement, non pas des effets positifs, bien que
Si les enfants ont des retards, par exemple, de langage ou d'acquisition du langage, il y a des études qui montrent aussi des effets positifs, comme quoi c'est pas si simple. Même si les effets majoritaires sont plutôt négatifs chez les enfants qui sont dans des développements, on va dire, normaux, eh bien là, on va avoir des effets de la sédentarité et du contenu. Si le contenu est plus adapté à l'adulte, on va avoir des effets plutôt négatifs, des effets délétères, en fait, du visionnage de ces écrans, de l'exposition à ces contenus, finalement. Et on va avoir des effets moins négatif, on va le dire comme ça, de l'exposition aux écrans lorsque les contenus sont adaptés à l'enfant. Donc, il y a des émissions éducatives, par exemple, qui ont été testées, versus des documentaires, versus des films qui ne sont pas adaptés à l'âge. Et on voit bien que l'effet est complètement différent. Mais je trouve ça plutôt rassurant. C'est pour ça que je voulais quand même le noter, parce que manipuler l'effet sédentarité, c'est plus facile, parce que du moment qu'on est sédentaire, tous les mécanismes dont on a parlé tout à l'heure, de toute façon, ceux-là, ils sont impactés et donc l'effet, il va être négatif. Donc, quand on est assis, quand on est toute la journée assis, ou on est allongé, etc. Les écrans, c'est plus complexe. Les écrans, c'est plus complexe parce que dans la littérature, on différencie aussi, outre le contenu, les écrans ou les activités devant l'écran, passives ou actives. Quand on met un enfant très jeune devant un écran, bien, en fait, les producteurs de logiciels ou de contenu pour les enfants savent très bien faire. Pour les jeunes enfants, il suffit qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des mobiles qui se déplacent dans l'écran, et les enfants sont subjugués par l'écran. Regardez dans le métro, dans les bus, les mamans avec leurs enfants qui donnent le portable, vous verrez ce qu'il y a dessus. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais l'enfant est capté, ça capte son regard. Pas pour autant, ça développe ses fonctions cognitives, pour le coup. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et par contre, quand on parle d'écran actif, c'est-à-dire qu'il y a une interaction potentielle entre ce qui se passe à l'écran et l'enfant. Et par exemple, il y a des contenus éducatifs où l'enfant interagit, c'est-à-dire il doit répéter, ou quand il apprend une langue, etc. Donc c'est là où voilà, ça peut modérer les effets, mais la sédentarité, elle, a un effet négatif, c'est sûr. Un peu comme dans Dora l'exploratrice, quand elle demande à répéter les mots en anglais, par exemple, c'est de ça dont vous parlez ? Exactement, parce qu'elle a été donc testée. Ça a été une étude où ils ont comparé Dora l'exploratrice à d'autres contenus, d'autres émissions pour enfants, et pas que. Et ils montrent qu'en effet, celui-ci a des effets beaucoup moins négatifs sur le développement cognitif des enfants. C'est-à-dire les capacités... à, par exemple, le langage, ou par exemple à être capable de redonner une phrase ou de formuler. Voilà. Il y a moins d'effets négatifs. Ça me fait poser la question de savoir, est-ce que le lien à l'écran et l'impact sur les capacités cognitives n'est pas aussi directement lié à l'interaction intrafamiliale, et est-ce que l'enfant face à l'écran est accompagné, est-ce qu'il y a une interaction entre lui et ses parents, peut-être aussi des explications qui sont données sur les programmes qui sont regardés. Vous parliez tout à l'heure de l'impact des écrans, notamment sur les périodes de repas. Est-ce que c'est des moments auxquels il faut particulièrement faire attention ? Ah oui, complètement. Alors, il a été montré que l'écran est considéré comme un distracteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'un écran est allumé dans une pièce, sans pour autant regarder le contenu et être impliqué, engagé dans l'activité de regarder l'écran, la télé, l'ordinateur ou autre, en fait, ça va modifier les comportements. Alors, il y a des études très intéressantes qui montrent, par exemple, que ça modifie le comportement alimentaire. Parce que, en fait, la première corrélation qui a été trouvée, c'était temps d'écran et obésité des enfants. Et puis petit à petit, les gens ont dit mais bon, c'est pas l'écran qui fait grossir, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui se passe, la première chose, c'est que ça distrait. Et quand ça distrait, on mange. En fait, on se rend pas compte de ce que l'on mange. Et les études ont montré que, on consomme plus lorsqu'il y a un écran parce qu'on est distrait que quand il n'y en a pas. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, quand on utilise un écran, c'est en tout cas quand on est à domicile, et ça c'est plutôt vrai pour les ados que pour les jeunes enfants, et bien souvent on mange. Donc on grignote. Et tout ça conduisait à l'obésité. Et donc sur les fonctions cognitives, on a un petit peu le même système. C'est-à-dire que si on n'est pas sollicité, qu'on ne s'impacte pas par l'écran, il va modifier nos comportements, et plutôt des comportements qui ne sont pas les bons. En revanche, quand on est impliqué, ça peut être mieux. Puis les recommandations quand même, parce qu'il y a eu pas mal de rapports ces dernières années, et ce qui est recommandé, par exemple, dans l'accompagnement, comme vous dites, qui est très important, accompagnement de tout le personnel éducatif et de la famille,
c'est par exemple de dire il faut un début et une fin. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, on va pas interdire les écrans, c'est que ça devient compliqué. Aller dire aujourd'hui à un adolescent qu'il n'aura plus le droit à un écran, ça va quand même être très compliqué. Mais non, néanmoins, on peut dire, voilà, ça c'est le temps d'écran, on commence à telle heure, on le termine à telle heure. Et puis le reste du temps, on fait d'autres activités. Je pense qu'il faut vraiment une démarche positive, justement, pourquoi pas l'activité physique, mais la musique, l'art, la culture, enfin, il y a beaucoup d'autres choses à faire qui peuvent remplacer les écrans. Ça paraît fondamental dans les recommandations. J'aimerais savoir quel type d'activité physique on parle. Et là, vous parliez à l'instant de musique ou d'art, par exemple. Est-ce que les bienfaits sur les capacités cognitives d'une activité sportive, quelle qu'elle soit, peuvent être comparables à ceux d'une activité musicale ou artistique, ou est-ce que ce sont des choses qui sont complémentaires ? C'est des choses qui sont complémentaires. Ça va pas solliciter les mêmes mécanismes qui vont permettre d'améliorer les fonctions cognitives. Donc, ce qui est important dans l'activité physique, c'est vraiment la mobilisation. Et c'est pour cette raison que les études qui ont comparé différents types d'activités montrent des résultats différents. Par exemple, les études ont comparé des activités dites aérobies. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité qui va beaucoup solliciter le transport d'oxygène. Donc, plutôt des activités qui durent assez longtemps, qui sont sollicitantes en intensité. À des activités qui sont plutôt intermittentes. Donc, c'est des activités de haute intensité. Je cours, je m'arrête, je recours, je m'arrête. L'activité physique d'un enfant, finalement, quand il est jeune. Et puis, plus il grandit, moins il va faire celle-ci, et plus il va faire l'autre, normalement. Mais vous avez aussi des activités ou des entraînements qui combinent les deux. Vous avez aussi des activités qui se développent beaucoup parce que les parents les utilisent beaucoup, qui sont des activités qui stimulent plutôt le corps, donc tout ce qui est yoga, etc., etc. Et donc, toutes ces activités ont été comparées. Et ce qui est mis en évidence, c'est qu'il faut une activité qui mobilise, et encore une fois, le transport et l'utilisation d'oxygène, et qui mobilise le muscle. Donc ça, en tout cas, dans cet objectif-là, parce que c'est très bien de faire d'autres activités, dans cet objectif-là, il faut mobiliser beaucoup de muscles et beaucoup d'oxygène. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce qu'il faut mettre les enfants à la muscu, par exemple ? Pas que. Plus les enfants sont jeunes, plus ils peuvent en faire, mais pas que de la musculation. Moi, j'ai vraiment insisté là-dessus parce que l'activité physique des enfants doit être multiple. Il faut faire du multi-activité. Ça, c'est fondamental parce que la condition physique musculaire qu'on a négligée ces dernières années a un impact direct dans la médiation entre l'activité physique et les fonctions cognitives. Ça a bien été montré dans les études, que ce soit plutôt sur le contrôle de l'inhibition, par exemple, mais aussi tout ce qui est cardio-respiratoire. Donc, il faut faire tout type d'activité. En plus, là, on parle des fonctions cognitives, mais d'un point de vue moteur, de la santé physique, c'est essentiel, parce que quand vous faites beaucoup d'activités physiques différentes, déjà, vous allez pouvoir trouver celles qui vous plaisent le mieux pour les continuer. Ça, c'est quand même pas négligeable. Mais surtout, vous allez développer une motricité qui vous permettra de faire des tas de choses. Et ça, c'est vraiment important. Qu'ensuite, on aille vers une activité qu'on préfère, il n'y a pas de problème. Tant qu'on la fait régulièrement, tant elle mobilise. Mais en fait, surtout, ce que montrent les différentes études, c'est que, de toute façon, n'importe quel type d'activité physique est bénéfique. Ça, c'est quand même plutôt le point extrêmement positif dans les études. C'est que même quand ils les comparent, il n'y a pas d'activités physiques qui ont des résultats nuls. Elles ont toutes des résultats positifs. Alors, plus ou moins, c'est ce qu'on vient de dire. Il y en a qui sont plus favorables, en tout cas chez les jeunes. Mais toutes ont des effets positifs. Donc, il faut absolument intégrer ça dans son mode de vie, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est complexe. Mais c'est ça, il faut que l'activité physique soit une activité comme une autre dans le mode de vie, qu'elle soit intégrée dans le mode de vie. Alors, j'ai aussi parlé de routine, et ça me semble fondamental pour intégrer ça dans sa vie de tous les jours. Juste avant de parler de cette temporalité et de cette régularité, donc pour qu'on en revienne à cette histoire de muscles et de mobilisation des muscles, donc l'enjeu va être d'être dans une dynamique de mobilisation et d'utilisation des muscles, parce qu'il y a donc les compétences et les capacités cardio-respiratoires, mais il y a un enjeu dès l'enfance à mobiliser ces capacités musculaires. C'est vrai qu'à l'adolescence, notamment grâce aux différents modèles qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, il y a une approche du muscle et du corps qui va être
notamment esthétique, mais il faut quand même garder en tête que dès le plus jeune âge, la bonne santé musculaire, elle est vraiment importante. C'est bien ça ? Oui, complètement. Elle est très importante. Et en plus, on peut intégrer à cela des activités aussi qui ont été montrées qui impliquent le raisonnement. C'est-à-dire des activités moi j'appelle ça des activités à problème. C'est-à-dire il faut en tout cas, quand ce sont des activités encadrées, parce qu'on peut faire l'activité pour son plaisir seul, dans un cadre complètement isolé, ça, c'est pas un problème et c'est très bien. Néanmoins, quand on est dans des activités encadrées, il faut que ce soit des activités à problème. Il faut qu'il y ait une contrainte et il faut amener les enfants, surtout les plus jeunes, à résoudre en fait la contrainte imposée, ce qui va permettre de faire le lien, même pendant l'activité, lien cerveau-muscle, cerveau-muscle, cerveau-muscle. Ça, c'est fondamental. Quand on parle de ce problème, si je reprends votre terminologie, ça va être quoi ? Ça va être par exemple faire du saut de haie plutôt que de faire de la course classique ? Oui, ou alors ça va être des parcours avec des escape games. Il y en a qui existent pour les jeunes enfants. Nous, on en fait beaucoup pour eux. C'est des parcours, c'est des chasses au trésor. Donc, c'est des activités qui vont allier de la motricité très variée, qui va durer un bon moment, donc qui va solliciter le cardio-respiratoire, où il faut qu'ils portent leur poids parce qu'ils vont se déplacer, donc ça va solliciter les muscles. Et en plus, ils doivent résoudre des situations. Donc ça, c'est les exemples que je viens de donner, c'est trouver des solutions et les trouver d'un point de vue cognitif, mais aussi en motricité. Quand vous faites, par exemple, certains sports ou un sport collectif, je donne souvent cet exemple-là, quand vous faites du handball et qu'on apprend à tirer un enfant par-dessus un obstacle, on lui montre comment faire pour tirer au-dessus de l'obstacle. Mais en fait, s'il y a un obstacle entre lui et la cible à atteindre, et que la seule solution qu'il ait, c'est de sauter, il faut lui mettre en place une situation qui va l'amener à trouver la réponse par lui-même, et la réponse, elle sera motrice pour le coup. Contrairement au jeu que j'ai donné tout à l'heure, où la solution, elle va être plutôt cognitive. Il faut sans arrêt alterner ces différentes contraintes et ces différentes situations qui permettent à l'enfant de s'investir, mais de s'investir totalement. C'est une approche vraiment globale, très intégrée, où on va essayer de mobiliser, d'impliquer la relation muscle-cerveau, comme on a l'habitude de dire. Tout à l'heure, vous parliez de la recommandation de la durée idéale d'activité physique pour les enfants que vous estimez à 1 heure par jour. C'est quand même plus élevé que les recommandations qu'on entend de manière générale, avoir au moins 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes. Est-ce que ça veut dire que quand on est plus jeune, on doit faire plus d'activités, ou est-ce qu'on manque d'ambition lorsqu'on parle de 30 minutes par jour pour la population générale ? Et surtout, ces 60 minutes une fois par jour, est-ce qu'on peut les pratiquer en fractionné tout au long de la journée, avec, je sais pas, peut-être en comptant les récréations, les moments de goûter, ou est-ce qu'il faudrait qu'on se prévoie un créneau 17h, 18h, bim, c'est sport ? Oui, on peut les fractionner. Et chez les plus petits, c'est même 3 heures la recommandation. Donc, de mouvement, on va dire. Voilà, comme ça, on visualise plus facilement ce que c'est chez les petits. Mais chez les enfants et les adolescents, c'est en effet, la recommandation est de 60 minutes d'activité journalière d'une intensité au moins modérée, tous les jours. Là, j'ai montré la recommandation parce que quand on regarde par rapport aux fonctions exécutives, la courbe en U, c'est-à-dire la courbe qui lie le niveau d'activité physique et les résultats, finalement, quand on fait très peu d'activité, on a de moins bons résultats. Quand on en fait beaucoup, finalement, on n'a pas plus de résultats que quand on en fait au moins les fameuses 60 minutes. Et là, si on cumule ça sur la semaine, c'est au moins 6 jours. Donc, la régularité est importante. Après, oui, c'est difficile d'atteindre 60 minutes par jour, mais en fait, c'est parce qu'on a maintenant un mode de vie qui a changé. Par exemple, chez les jeunes, ce qui a changé, c'est le temps de trajet pour aller à l'école. Si on regarde les adolescents ou les jeunes d'il y a 30 ans, ce n'était pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, ça a augmenté. Donc, ça impacte soit sur l'activité, soit sur le sommeil. La sédentarité, les écrans ont impacté le reste. Donc, du coup, quand on regarde sur les 24 heures sont en effet occupées par toutes ces activités-là. Mais on peut le découper, on peut le fractionner. Et en effet, c'est fractionné. On peut instaurer des routines, on peut mettre en place des transports actifs. Ça, c'est
très recommandé. Il faut aller à l'école à pied, il faut aller à l'école en vélo, tant qu'on peut le faire, mais ça, c'est une approche intersectorielle, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les urbanistes, il faut qu'il y ait des volontés politiques pour aménager l'espace pour pouvoir se déplacer. Mais on peut en effet agir sur les transports actifs, on peut agir sur le fait des temps de pause à l'école et puis sur le périscolaire, c'est-à-dire une fois que les enfants sont sortis de l'école. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on disait, et il y a eu plusieurs interventions qui ont repris cette idée de dire on n'a jamais le temps de faire de l'activité physique, c'est parce que ce n'est pas prioritaire, d'où l'importance de rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si c'est inclus dans son mode de vie très tôt, on le garde beaucoup plus facilement dans son mode de vie adolescent et dans son mode de vie adulte. Si on n'a jamais fait ça, si on ne l'a pas quand on est adolescent, quand on va être adulte, jamais on le fera. Parce que déjà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas les contraintes que ça peut avoir. Donc, on peut en effet le partager. On peut le partager, le fractionner dans la journée, mais on peut également le fractionner dans la semaine. Voilà, c'est-à-dire que si un enfant s'entraîne dans un sport où il va faire 2 heures et demie dans un soir, globalement, sur la semaine, il faut qu'il atteigne ses recommandations. L'important, c'est d'avoir cette régularité, d'atteindre cette intensité. Moi, je pense que ça, c'est un vrai souci parce que si on mesurait, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui l'ont fait, mais si on arrivait à mesurer à quelle intensité l'activité physique que font les jeunes aujourd'hui le font, je pense qu'on serait surpris parce que pour mobiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, les muscles et le transport en oxygène et améliorer un des facteurs majeurs de la condition physique qui est la consommation maximale en oxygène, je pense qu'on serait surpris. C'est-à-dire que les mobilisations aujourd'hui me paraissent trop faibles quand on travaille avec eux et quand on les voit. C'est-à-dire ils se déplacent, ils bougent, mais ils ne bougent pas à une intensité assez élevée. Quand on parle d'intensité, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait faire de l'activité physique de manière modérée plus, qu'est-ce que c'est modéré plus ? Ça veut dire qu'il faudrait que je sois vraiment haletante et que je ne puisse plus parler, par exemple. Comment on le quantifie, ça ? Exactement, on le quantifie comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans une activité où on ne peut plus maintenir une discussion avec son voisin. On commence à atteindre le modéré. Alors là, ça va dépendre de la condition physique initiale, évidemment, parce que si vous avez des enfants qui ont une bonne condition physique, ils vont pouvoir marcher et courir à une intensité où ils vont pouvoir maintenir un rythme, un échange, alors que d'autres enfants seront incapables de le faire. Mais ça, c'est aussi vrai chez l'adulte. Donc le niveau initial, il est extrêmement important. Les gens vont pas, tout individu ne va pas réagir de la même façon à la même intensité. Donc l'intensité est quand même personne dépendante. Mais c'est ça, il faut qu'à un moment donné, on passe un certain seuil de sollicitation pour que la stimulation et des effets bénéfiques. Et c'est une obligation, on oblige son corps à s'adapter et donc à augmenter son niveau de réponse. Ça, c'est vraiment important. Et ça, on le dit pour le cardio-respiratoire, mais quand je parlais de la condition musculaire tout à l'heure, il faut être capable de courir vite. Il faut être capable de réagir vite à un signal. Alors, souvent, on nous dit, mais à quoi ça sert ? En fait, c'est une des premières qualités humaines, c'est de pouvoir fuir un danger. Et ça, c'est important d'être coordonné pour fuir un danger. C'est important pour éviter un obstacle. C'est important pour réagir en voiture. Il y a plein d'activités que l'on fait quand on est adulte automatiquement parce qu'on l'a appris, mais qui doivent s'apprendre et qui sont importants dès l'enfance pour qu'on puisse les maintenir aussi facilement tout au long de sa vie et donc prolonger l'autonomie. C'est ça l'enjeu qui est derrière. Alors, j'ai deux petites dernières questions. Vous parliez de littératie physique. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est une autre approche des activités physiques ? C'est une approche qui consiste à plus que développer la performance physique, la performance au sens réalisation d'un mouvement, pas la performance en termes compétitifs, mais la performance, c'est l'idée d'approcher l'activité physique en termes de développement de compétences. C'est-à-dire que la personne, là pour le coup l'enfant, doit devenir vraiment acteur de son activité physique et non pas simplement reproduire, par exemple, des activités, mais comprendre ce qu'il fait dans son activité physique. Et donc, c'est développer des compétences physiques, mais des compétences psychologiques, des compétences cognitives et des compétences sociales. C'est, par exemple, être capable d'utiliser l'activité physique pour interagir avec les autres. C'est fondamental. Quand on fait faire un sport collectif, parce qu'il est collectif, on se dit qu'il y a des relations entre les individus. Mais non, ça s'apprend. La communication, la contre-communication font partie d'un langage moteur aussi et d'un langage oral aussi.
Donc ça, c'est important. Le cognitif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à s'adapter, par exemple, la capacité à calculer, la capacité à planifier, la capacité à inhiber. Tout ça, c'est important. Donc ça va développer les fonctions cognitives. Mais faut-il encore que les activités proposées permettent de le faire ? Physique, c'est une évidence, puisqu'on est en mouvement. Donc, ça va être tout ce qui est coordination, tout ce qui va être capable d'accélérer, de maintenir un effort, d'être moins fatigable, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Quand on fait des enquêtes avec des enfants, des adolescents aujourd'hui, ils sont tous fatigués. Ils sont fatigués et ils sont somnolents. Et ça, c'est les enseignants qui le disent, mais eux le reconnaissent aussi. Ça interroge, puisque c'est une période où normalement on l'est moins. Et puis ça va développer aussi des compétences psychologiques. Donc là, les compétences psychologiques, c'est sur les comportements. Comment je me comporte, comment je peux intégrer mon activité physique, et je suis capable de gérer moi-même mon activité. Et je vais apprendre à avoir des compétences pour pouvoir savoir ce qui est bien pour moi, à quel moment je peux faire de l'activité, comment je peux la faire, qu'est-ce qu'elle me rapporte, comment elle est bénéfique, etc., etc. Tout dernier point. Imaginons que j'ai été une pas très bonne élève enfant et que je n'ai pas fait beaucoup d'activités physiques, par exemple. Est-ce que sur le tard, si je m'y mets plus tard, je peux quand même avoir des bienfaits pour mes capacités cognitives ? Alors, bonne nouvelle, oui. On va commencer par la bonne nouvelle. Oui, il y a toutes les études et tous les bénéfices de l'activité physique sont montrés à tous les âges. Alors ça, c'est intéressant parce que ça bat en brèche. Alors, il y a beaucoup de discussions dans la littérature scientifique, mais ça bat en brèche quand même l'ancienne idée que quand on n'a pas appris des choses quand on était jeune, c'est plus difficile quand on est plus âgé. En fait, ça ne s'avère pas toujours vrai. Là, il y a beaucoup d'études qui abordent cette question-là et les résultats sont plutôt très encourageants, c'est-à-dire qu'on peut toujours. Ce qui est plus discutable et discuté, c'est l'amplitude d'apprentissage, l'ampleur et la vitesse d'apprentissage qui potentiellement vont être différents. Mais tout va dépendre encore une fois de ce qui s'est passé avant et de la plasticité, c'est-à-dire l'environnement, la vie qu'a eu la personne, etc. Mais c'est comme pour l'activité physique. De la même façon, on dit tout s'apprend très tôt. Oui, la coordination, c'est important de l'apprendre très tôt parce qu'après, il faut du cognitif pour s'améliorer encore. Oui, c'est vrai. Mais on peut toujours s'améliorer. Il y a des tas d'études qui montrent que quand on commence l'activité physique tard, on en tire les bénéfices, quel que soit son âge. Donc, c'est très positif. Mais si on veut le faire avec plaisir et ne pas avoir à réfléchir à ça ou de s'imposer avec une difficulté de commencer tard, c'est toujours mieux de commencer plus tôt. Et puis comme ça, on en tire tous les bénéfices tout au long de sa vie. Merci beaucoup, professeur Duché. Merci à vous. Ce podcast vous a été proposé dans le cadre du 40e congrès de la SOFMER. À l'animation, Shaima Deb. À la technique, Vincent Monteil.